Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes connectés ou si vous avez eu un problème comme moi, parce que je n'ai pas réussi à me connecter et donc voilà, j'arrive juste. Il y avait a priori un problème sur la plateforme, du LEC. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous m'entendez bien. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit message. Il y a 11 participants. OK, je vais donc j'arrive un peu en retard forcément puisque je n'avais pas accès. C'est tout bon, on vous entend. OK, super. Ben voilà, donc on va pouvoir, démarrer. Il y avait une cinquantaine, de participants et d'inscrits. OK. Allez, bah, sans plus attendre, on y va. Donc, l'objet aujourd'hui, je vais vous parler des 3 enjeux essentiels pour une démarche data-centrique. Je m'appelle Yann Cessé, je suis directeur de la data, pour la société Cross System à Genève. Ça fait 25 ans, que je suis dans la donnée et à peu près une quinzaine d'années où j'accompagne les sociétés dans leur transformation data-centrique. Alors, pourquoi une démarche data-centrique? Une démarche data-centrique, c'est considérer la donnée comme un actif qui doit être maîtrisé et valorisé. On a eu l'or noir, on a eu le pétrole, on a eu l'or, pardon, on a eu l'or noir, le pétrole. Maintenant, c'est la donnée. Voilà, c'est exploiter la donnée pour en faire un actif dans l'entreprise, en tirer des profits. Et c'est bien l'objectif d'une démarche data-centrique, c'est de tirer des profits des données que l'on a. Donc, effectivement, si vous pensez donc cette conférence, au début, je voulais l'appeler «L'échec d'une démarche data-centrique par le prisme des outils». Je me suis dit que c'était un petit peu négatif. Beaucoup de personnes dans beaucoup d'entreprises pensent qu'acheter un outil, le, dernier CRM à la mode ou le dernier ERP, celui qui est le top du top, ça va changer quelque chose. La réalité, c'est que ça va rien changer du tout. C'est juste la meilleure façon d'échouer. Donc pour réussir, vous devez vous transformer. C'est-à-dire que vous devez transformer votre entreprise et pour transformer votre entreprise, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On va parler des processus, on va parler de l'organisation et on va parler de la qualité de la donnée. Mais parce qu'il y a toujours un mais, vous devez prendre en compte 2 autres paramètres fondamentaux. Le premier, la maturité de votre entreprise concernant la donnée. Avant de vous lancer dans ce chantier de transformation data-centrique, vous devez faire un audit de maturité de votre entreprise. La connaissance de la maturité de votre entreprise va vous permettre, premièrement, d'évaluer la difficulté de cette transformation, mais aussi la durée nécessaire pour transformer votre entreprise. Je vois beaucoup trop d'entreprises qui se lancent dans ce type de projet sans avoir pris en compte cette maturité. Cette maturité, quand on parle de maturité d'entreprise, elle concerne autant les personnes qui travaillent, l'organisation, les services, les outils, vraiment la manière dont, quel est votre point de départ autour de la donnée. Pour donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous vouliez construire une Formule 1 parce que vous avez besoin d'une Formule 1 dans votre entreprise, en oubliant que personne n'a le permis de conduire et personne ne sait conduire. Bah, c'est la même chose quand vous allez arriver au bout, ça va être un échec monumental. Et sauf que là, l'échec, il va être vraiment très, très grand parce que former quelqu'un à conduire, on va pouvoir y arriver.
Mais là, pour vous transformer totalement, ça va être plus compliqué. Et le deuxième point, très important, c'est que personne n'aime le changement. Alors, si vous pensez que tout le monde va adhérer à votre super projet, mais que vous avez oublié que personne n'aime le changement, je peux vous garantir que ça va être très compliqué. Systématiquement, la phrase que j'entends quand j'accompagne des entreprises dès le début, quand on commence à faire des audits, à questionner les gens, c'est: «On a toujours fait comme ça». Cette fameuse phrase: «On a toujours fait comme ça». Je ne pourrais faire une conférence uniquement sur ce sujet, mais c'est pas vraiment le thème du jour et ça l'est un peu. C'est-à-dire qu'il faut bien garder à l'esprit dans le projet, dès le début du projet, que vous allez devoir accompagner les salariés dans ce changement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que même si votre projet est extraordinaire, les gens vont vous dire: «Mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Regarde, ça fonctionne, l'entreprise, ça fait 50 ans qu'elle existe. Pourquoi est-ce qu'on va changer? Ça fonctionne, on a toujours fait comme ça». Ça va être votre premier frein dès le début du projet et tout au long du projet. Alors, on va revenir sur nos fameux 3 enjeux, ou je pourrais dire aussi les 3 piliers: les processus, l'organisation et la donnée. Et on va commencer par parler du processus. C'est vraiment important de commencer par cet enjeu-là, ce pilier-là, et ne pas démarrer par le reste. C'est l'analyse des processus qui va vous permettre de faire le reste et pas l'inverse. Ce n'est pas parce que vous allez changer l'organisation que vous allez avoir une meilleure qualité de données que les processus vont s'améliorer. Donc l'objectif de ce premier travail que vous devez réaliser, c'est d'identifier les données les plus importantes et les principaux processus qui la composent. Donc, comment est-ce que l'on fait ça? Je vais y revenir juste après. Et je voudrais d'abord rappeler qu'est-ce qu'un objet métier. Un objet métier, c'est un objet qui a un identifiant unique. Il a une définition claire. Prenons l'exemple d'un tiers. Un tiers est une personne physique ou morale. Il possède un ensemble d'attributs clairs permettant de le caractériser. Un tiers possède un nom, une adresse, un code peut-être. Si on prend une personne, on a un identifiant, ok, l'identifiant AVS, sécurité sociale. On a une carte d'identité, on a un numéro qui nous identifie. Dans une entreprise et dans des outils, un objet métier a un cycle de vie précis. Étape de la création jusqu'à la destruction ou pas, hein. Il y a aussi l'archivage, mais par exemple, on a un logiciel dans lequel on va créer un prospect, il va devenir ensuite client, et puis à la fin, on peut le détruire si on a un processus de suppression des clients ou l'archiver. Et cet objet métier a peut-être une application propriétaire de cet objet. Et si c'est le cas, s'il n'y a qu'une application qui détient cet objet, on va l'appeler la golden source. Mais on va voir que très souvent, et dans l'exemple que je vais faire voir, il y a plusieurs applications qui gèrent la même donnée. Et c'est là où tout l'intérêt d'analyser les processus, c'est qu'on va s'apercevoir de ça. Alors pour faire cette analyse des processus, et surtout ce que l'on va chercher à identifier, c'est les objets métiers, dans quelle catégorie, dans quelle fonction de l'entreprise on va pouvoir les classer. Je vous ai mis quelques fonctions ici à l'écran et je ne les ai pas inventées, celles-là. Et c'est important de se rappeler, c'est de ne réinventer pas la roue. Il existe ce qu'on appelle des business capability maps, donc des cartographies des fonctions de l'entreprise. L'idée, c'est bien d'utiliser et de classifier votre entreprise, les fonctions de votre entreprise, les processus et les données en fonction de ces grands standards de l'entreprise. Donc, il en existe pour tous les types d'entreprises, que ce soit de la banque, de la production, voilà, vraiment tout type d'entreprise, il existe des maps
de fonctions d'entreprise. Et certaines vont même jusqu'à un niveau très détaillé, c'est-à-dire qu'au sein de ces grandes fonctions d'entreprise, on retrouve les grands processus qui doivent exister, d'accord? Le customer management, donc comment est-ce que je gère mon client? Comment est-ce que je gère mon contact, donc mes contacts chez mes clients? Le customer scoring, donc voilà, tout ça sont des processus. Et dans ces processus, vous allez voir qu'il y a même les données qui ont été identifiées, d'accord? Donc ces cartes vont très, très loin. Je vous ai mis juste quelques exemples parce que l'idée, c'est pas de vous les présenter. Elles existent. Il en existe des grands standards pour les entreprises, notamment dans le banque, finance, vous avez des grands standards. Dans la production, vous avez des grands standards. L'idée, c'est de se servir de ces grands standards pour mapper vos processus là-dessus. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, nous, en fait, on fait des ateliers où on va faire venir des dirigeants, des managers des différents services de l'entreprise et on va les interviewer. On va comment dire, leur poser des questions pour les faire parler. Vraiment des questions très ouvertes, c'est-à-dire, OK, dites-nous quelles données vous manipulez, quelles sont les fonctions, les processus que vous mettez en œuvre au quotidien. L'objectif pour nous, c'est de les faire parler et jamais on regroupe les personnes en même temps pour voir en fait quelles sont les interactions entre les différents services. Et on va identifier au fur et à mesure qu'ils parlent, c'est ce que vous voyez ici, on va mettre sur des post-it les données et on va tout de suite les catégoriser dans ces fameuses catégories qu'on a vues juste avant. Et on va venir mettre nos post-it comme ça au fur et à mesure qu'ils parlent. Et on va s'apercevoir en les faisant parler les uns après les autres qu'en fait une même donnée apparaît dans plusieurs processus dans l'entreprise, à plusieurs endroits. Et effectivement, hein, le client, il est d'abord peut-être un prospect qui est créé par le service commercial dans son outil CRM. Et puis, il passe de prospect à client. Et là, il est utilisé par les personnes qui vont gérer les commandes, par la production qui doit fournir les commandes à ce client. Et puis, comme ça, le client, il va suivre un certain process pour aller jusqu'à la facturation, encaissement et ainsi de suite. C'est en faisant parler les personnes. Alors là, l'exemple du client, il est assez flagrant, mais je vais vous donner un autre exemple que l'on a trouvé chez pas mal de clients et qui n'en étaient pas aperçus forcément. Donc, on décrit les processus. Ce qui nous intéresse, c'est quand on parle de ces processus, on parle et on récupère les données qui sont derrière ces processus, toutes les informations. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la donnée elle-même. Une fois que les données ont été identifiées, ben, on va ensuite continuer ce travail-là de clarification. L'étape d'après, c'est de dire, OK, on a identifié des données. Ici, par exemple, on a tout ce qui touche autour du tiers. Ben, ça rentre par le marketing et les commerciaux. Puis, le tiers devient un client. Mais aussi, on s'est aperçu, dans ce cas bien précisément, que le client pouvait être un fournisseur et que le fournisseur pouvait être aussi un client. Et donc, ils avaient bien ces deux rôles-là. Et ces deux rôles-là étaient décrits dans deux processus différents, utilisés dans deux applications différentes et maintenus par deux services différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un problème, par exemple, de facturation de notre client qui ne paye pas à 60 jours comme les termes du contrat, on le relance. Mais de l'autre côté, ce même client est un fournisseur à nous. Il faut se poser la question, et il faut, en tout cas, les personnes qui font la relance aient l'information et puissent communiquer avec et avoir la donnée, parce que c'est ce qu'on cherche à amener à la fin, c'est que les personnes qui traitent avec les clients aient toutes les informations nécessaires pour dire « Ah oui, mais attention, ce client-là, il ne nous paye pas, mais en fait, nous, on est aussi en retard de paiement parce que c'est aussi notre fournisseur. Et peut-être que lui, en fait, il a l'information qu'on ne le paye pas.
en tant que fournisseur. Et donc, c'est pour ça qu'il a retenu ces factures. Donc, l'intérêt de faire ces analyses-là, c'est de comprendre tout ça et de permettre d'avoir la bonne information au bon moment pour la prise de décision. Lors de cette phase, on va aussi identifier quels sont les outils qui gèrent cette donnée. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le processus, on identifie la donnée, on cherche à avoir la golden source. Là, par exemple, le client est dans Salesforce, dans un CRM quelconque, et le fournisseur, lui, est dans Sage, dans un outil de gestion qui gère les fournisseurs. Si ces deux outils ne se parlent pas, on n'a jamais l'information. Et non seulement on n'a jamais l'information, mais en plus, on la ressaisit. C'est-à-dire que tout ce qu'on a saisi dans un outil en tant que client, on doit ressaisir en tant que fournisseur. Et peut-être qu'on n'a pas les mêmes contacts ou les mêmes contacts, mais on ne le sait pas. Donc là, on va identifier quels sont, dans ce processus-là, quelles sont les données et les outils qui gèrent ces données et quelles sont les relations entre ces données et entre ces outils. Tout ça va nous permettre de décrire clairement un processus. Donc là, par exemple, on part du commercial qui rencontre un tiers et on va décrire quel est le processus, dans quel outil il va saisir. S'il y a deux outils, qui envoie la donnée à l'autre outil, comment ça fonctionne. Et tout ça va nous permettre ensuite, pour l'instant, on ne l'a pas implémenté, on a décrit le processus, on a regardé ce qui se passait et on s'est dit, attends, là, il manque quelque chose et on va réécrire ce processus et rajouter les informations nécessaires pour le faire fonctionner correctement. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à l'organisation. Parce que si on change le processus, si on modifie quelque chose dans le processus, on va regarder si l'organisation change. Alors, je marque juste une petite pause parce que je ne vois pas s'il y a des questions. Comme c'est masqué. Si jamais je réponds à toutes vos questions à la fin de la conférence. OK? Donc, organisation. On a changé un processus. On travaille autour de la donnée. On va devoir changer d'organisation. L'identification des données, des processus, des applications va très certainement vous amener à changer votre organisation. En tout cas, ce qui va vous amener à changer, c'est à changer des nouveaux rôles. Parce que dans ce processus-là de transformation de l'entreprise autour de la donnée, il va falloir mettre en place une data gouvernance. Et cette data gouvernance va vous amener à définir des nouveaux rôles et responsabilités, à nommer des data stewards, à nommer des data owners, les personnes qui sont propriétaires de cette donnée. Okay, on a dit qu'il y avait des applications qui étaient les golden sources, mais il va y avoir aussi au-dessus de ces applications des propriétaires de la donnée. Ce sont ces personnes-là qui vont nous aider dans la dernière phase, qui est la qualité de la donnée, qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions de ce qu'il faut faire pour nettoyer cette donnée. Ici, une petite phrase clé qu'on utilise assez souvent, c'est dans ce processus-là, les données, les besoins en données sont exprimés et satisfaits de manière contrôlée et permanente. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des consommateurs de la donnée, on a des fournisseurs de la donnée. Celui qui saisit la donnée, ce n'est pas forcément celui qui l'utilise. Celui qui la saisit, il peut l'utiliser aussi, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont l'utiliser. Le commercial qui saisit sa fiche client, derrière, c'est la logistique qui va se servir pour envoyer les commandes, c'est la finance. Il y a plein d'autres personnes qui vont utiliser cette donnée qui a été saisie. Donc, toute cette transformation va vous permettre, va vous aider à définir ces fameux nouveaux rôles, responsabilités, des changements d'organisation. Okay, peut-être que avant, le client était saisi à 2 endroits, on va le saisir plus qu'à un. Ces personnes qui saisissaient des clients aussi, il va falloir leur affecter un nouveau rôle, des nouvelles responsabilités et transformer votre organisation pour l'adapter à ce nouveau process, ce process qui, lui, a pour objectif
de gérer la donnée qu'on a définie. Mais rappelez-vous ceci, l'être humain n'aime pas le changement. Vous avez peut-être l'impression que je radote, que je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais je peux vous garantir une chose, c'est que votre plus gros problème, c'est l'être humain. Ce n'est pas l'être humain lui-même, c'est que l'être humain n'aime pas le changement. C'est ça votre plus gros problème. Et si vous n'avez pas encore compris pourquoi, dans une transformation, dans une démarche data-centrique, l'être humain va être le plus gros problème, restez jusqu'à la fin, je vais vous en parler en tout dernier. Notre dernier pilier, la qualité de la donnée. Et là, je reviens sur un exemple, est-ce que je vous ai dit au début, ok, cet exemple est un petit peu stupide. L'idée, c'est par cet exemple d'appuyer sur ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire l'identification des processus et la mise en place d'une organisation de personnes responsables de la donnée pour faire en sorte que l'usage de cette donnée soit la bonne. Si vous avez pris le prisme de l'outil, je mets un outil de data quality pour nettoyer mes données sans jamais analyser les processus, ben vous allez tomber dans ce cas-là, qui est bien sûr exagéré, mais je vais vous en présenter un autre cas qui vous donne un cas réel qui vous donne exactement ça. C'est-à-dire que ne vous trompez pas sur le fait que nettoyer sa donnée, c'est important, mais avant tout, il faut analyser ses processus. Alors, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a plein d'exemples qui montrent qu'il y a eu des erreurs énormes qui sont faites parce qu'il y a une mauvaise qualité de données. Et la question que vous devez vous poser, et je vous conseille que ce soit un KPI à suivre, c'est de dire combien vous coûte la mauvaise qualité de la donnée? Combien vous coûtent les erreurs de saisie? Un courrier qui revient, une erreur sur un compte bancaire, le paiement qui ne passe pas, ne pas avoir le bon mail, ne pas avoir le bon contact chez un client ou chez un fournisseur, ne pas avoir le bon numéro de téléphone. Combien de temps perdent chaque jour vos collaborateurs avec des données de mauvaise qualité? Et je ne vous parle pas de l'exemple que je vous ai affiché ici, parce que ça, effectivement, ça a coûté très cher. Alors ça, en l'occurrence, hein, vous regarderez l'histoire, ça n'a pas coûté cher à Google, parce que Google leur rend un service gratuit, mais la personne qui allait pour détruire la maison, on lui a donné une adresse, elle a regardé, elle a mis son GPS, elle a regardé Google, elle s'est posée devant la maison, elle l'a détruite. Sauf que l'adresse qu'on lui a donnée était la bonne, l'adresse que Google lui a fournie pour son GPS n'était pas la bonne. Donc, on me dit souvent, c'est un petit peu comme la phrase « on a toujours fait comme ça », oui, mais on n'a jamais eu ce type de problème, alors pourquoi s'en occuper si on ne l'a jamais eu? Bah, est-ce qu'il faut attendre que ça arrive et que ce soit dramatique, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire avant? Un autre exemple de ce fameux grutier belge qui a détruit une maison, bah, c'est pareil, on lui avait donné la mauvaise information. Lui, il y est pour rien et pourtant c'est lui qui est blâmé. Mais imaginez la personne qui est rentrée le soir du travail et qui a vu sa maison totalement rasée. C'est ça la réalité. Parce que si vous regardez cette histoire-là, le coût au final n'est pas élevé, mais la réalité, c'est que la personne a perdu sa maison. Et c'est ça qui est dramatique. Et encore plus récemment, donc ça se passe au Canada, 588 personnes ont reçu la mauvaise adresse pour aller vacciner. 588 personnes qui ont reçu la mauvaise adresse. Alors, heureusement, ça s'est bien terminé parce que la veille, ils se sont aperçus qu'ils avaient envoyé la mauvaise adresse. Mais la qualité de la donnée est un enjeu essentiel dans l'entreprise. Et je vais vous donner un dernier exemple qui va vous permettre de mettre en évidence les processus, l'organisation et la qualité de la donnée. Dans une entreprise internationale pour laquelle j'ai travaillé,
il y avait un service logistique qui se plaignait que les adresses étaient de mauvaise qualité. Et on avait aussi le service financier qui, lui, n'avait du mal à facturer, n'avait pas les bonnes adresses clients, pas les bons contacts, pas les bons numéros de téléphone. Il y avait énormément d'erreurs de qualité de données. On s'est dit, chouette, on va acheter un super outil de data quality pour corriger automatiquement les adresses qui sont fausses. Donc, on a mis en place tout un processus de correction, des équipes informatiques, on a acheté un outil, on a pris des abonnements dans des sociétés dans chaque pays pour venir corriger l'adresse. On a corrigé toute la base de données de toutes les adresses actives. Super processus, tout était propre. Ça a pris un temps fou, hein. On a mis plus d'1 an et demi à tout corriger, à tout mettre en place. Mais la correction de ces adresses-là ne réglait pas le problème de la finance. Ils avaient toujours des problèmes. Et en fait, on a continué à creuser dans les données. On s'est aperçu qu'on avait des doublons dans, non pas les adresses, mais les clients eux-mêmes. Et pas une fois ou deux fois, on avait des clients qui existaient plus de 120 fois dans le système. Donc là, on s'est dit, bon, OK, c'est l'historique, le changement des applications, tout ça, pas de problème. On a pris notre super outil de data quality, on a nettoyé la base, on a dédoublonné, on a gardé que les clients qui étaient bons, on a supprimé tous les autres. Bref, on a fait ce qu'il fallait faire pour avoir une super qualité de données sur nos clients avec des bonnes adresses et qu'ils n'existent qu'une fois, les bons contacts et ainsi de suite. Encore 6 mois de travail. Et ensuite, on s'est dit, bah, on va monitorer notre base de données, monitorer toute la qualité de données pour voir si on est toujours bon. Et là, on s'est aperçu que jour après jour, on retrouvait des doublons. On retrouvait des erreurs qui étaient créées au niveau des adresses. Tous les jours, on avait des erreurs qui continuaient d'arriver. On avait fait tout ce travail pour rien. Et je vous explique pourquoi. En fait, dans l'entreprise, il y avait une équipe qui était en charge de gérer les agences de l'entreprise, de gérer leur organisation et de gérer leur performance. Et ils avaient mis en place un indicateur pour suivre le nombre de saisies de nouveaux prospects par jour pour le service commercial, dans chaque agence. Donc, qu'est-ce qui se passait pour un commercial qui devait saisir un client qu'il appelait au téléphone pour avoir un devis, par exemple? Bah, au lieu de regarder si le client existait, ce qui allait faire baisser son KPI de performance de saisie de client, il ressaisissait le client. Et comme il savait qu'il existait déjà, il ressaisissait mal le client, juste pour dire qu'il avait saisi un client aujourd'hui, alors que le client existait déjà dans la base. Donc, on avait beau nettoyer les données, le problème venait du process qui était en amont et qui faisait que la donnée était de mauvaise qualité. Donc, c'est important de comprendre que c'est les 3 piliers qui sont tous liés ensemble et c'est ces 3 piliers qui vont faire en sorte que vous arrivez à transformer votre entreprise. Donc, le pilier 1, comprendre les processus de saisie, d'utilisation de la donnée pour identifier s'il y a des problèmes, pour améliorer les blocages, pour pouvoir améliorer le processus, si possible le simplifier pour rendre la tâche plus simple et plus rapide. Le processus organisation, bah, si on a changé le pilier organisation, pardon, si on a changé des processus, on va changer des organisations. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas encore de data steward, data owner, il va falloir mettre en place ces fonctions-là pour gérer la donnée parce que ce sont vraiment ces personnes-là qui vont nous permettre de travailler sur le dernier pilier, la qualité de la donnée. On l'a vu, si la donnée est mauvaise qualité, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de monitorer la qualité de la donnée, de l'améliorer, de rentrer dans un cercle vertueux. Ne faites pas, comme je vous expliquais avant, de vous lancer dans une tâche de tout nettoyer, ça ne sert strictement à rien. Ça va être le travail des 3, le processus, l'organisation et la qualité, et d'améliorer au fur et à mesure. Donc, ces 3 piliers, ces 3 enjeux essentiels pour une démarche data-centrique, il est important de rappeler que derrière ces 3 enjeux, il se cache quelque chose d'important.
Derrière ces 3 enjeux, ce sont des hommes et des femmes. Rappelez-vous ceci, aujourd'hui, et je l'espère pour longtemps, il n'y a pas d'entreprise sans être humain. Ça n'existe pas. Un logiciel ne résout pas les problèmes si les hommes et les femmes qui composent l'entreprise ne sont pas au cœur de vos préoccupations, au cœur du changement dans l'analyse des processus, dans le changement de l'organisation et dans la qualité de la donnée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir ça en tête.